vous aurez deviné, je suis Jean-Luc Lecal, le directeur de l'IUT de Quimper, qui est très heureux d'accueillir dans nos murs donc, les 9e assises des IUT de Bretagne, autrement dit de l'association régionale des IUT donc de Bretagne. Alors pour nous, effectivement, c'est quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est un cadeau. Je vous rappelle que c'est mon gros lot. Vous êtes mon gros lot, puisque j'ai gagné l'année dernière dans un concours organisé aux Assises de Vannes, un prix qui était celui de l'organisation des Assises de Vannes. Alors, je ne sais pas si la brigade des jeux aurait totalement validé ou un huissier bon, la sincérité du scrutin, mais enfin, voilà, je l'ai gagné et je l'ai accepté bien volontiers, parce qu'il était effectivement notre tour, sans doute, d'organiser les assises, c'était une forme de visitage aussi, un peu, voilà, et troisième moment, que nous étions à l'aube de notre 50e anniversaire, hein, puisque l'UT de Quimper a été fondée en 1969, et c'est donc la raison pour laquelle vous voyez derrière le titre, ce tampon qui nous sert à toute notre communication en événementiel cette année, à rappeler effectivement que nous avons 50 ans. Alors, 50 ans, c'est un bel âge, effectivement, il y a 50 ans, peu de temps avant cette date-ci, hein, puisque c'est le 12 novembre, que des officiels sont venus, là, je suis obligé de changer, voilà, inaugurer au son du biniou, comme il se doit, en Basse-Bretagne, en Bretagne occidentale. On a eu droit au ministre Edmond Michelet, accompagné du recteur, de toutes sortes d'officiels. Donc c'était le 18 décembre, hein, la première promotion était arrivée, on avait pu ouvrir les premiers locaux, les locaux provisoires, que peu de temps avant, donc le 12 novembre. C'était des locaux provisoires en effet, parce qu'à l'époque, pour forcer la décision du ministère, qui n'arrivait pas à suivre toujours en matière de construction, eh bien, les villes, souvent, mettent à disposition soit des locaux qu'elles avaient déjà, soit même dans le cas de Quimper, des locaux qu'elles ont construits en très peu de mois. Voilà ce que fut le premier IUT qui a reçu 57 étudiants, une demi-promotion de TC, donc à l'automne 69, mais qui a vu dès 70, dès le printemps 70, se construire donc le bâtiment dans lequel vous êtes, puisque cet amphi fait partie, même s'il a été évidemment fortement rénové depuis, de la première tranche aussi de l'IUT. Alors là où vous êtes, hein, ça ressemblait à ça, à peu près, peut-être pas encore tout à fait cette date-ci, hein, un terrain vague. J'attire votre attention sur la dénomination de la rue qui descend, très en pointe, qui est maintenant la rue de l'Université, qui s'appelait à un programme la galette Casse-Cou. Et il pleuvait déjà, le jour d'inauguration, il pleuvait déjà. Alors ensuite, effectivement, on a fait quelques efforts, on a construit, voilà, avec le parc automobile de l'époque, une vision du chantier. Je pense déjà en 72, au moment où, effectivement, ont été livrés, en 71, les deux premiers bâtiments qui ont abrité, donc, technique de commercialisation et GEA, et où se construit la biologie appliquée, toujours plus compliquée, la biologie appliquée, et donc, qui a été livré simplement en 72, ainsi que le pouce, vous avez mangé tout à l'heure. Alors tout ça va donner cet ensemble. Ah, le doigt un peu trop lourd. Vue d'avion, avec le parc automobile de l'époque. Hein. Vous voyez qu'on pouvait se contenter du petit parking du bas, tous ceux qui ont au bout, et celui sur lequel vous êtes probablement garé, n'était pas encore utilisé. Voilà, le premier UT en 72. Alors, cet UT, il a évidemment progressé, hein. Vous êtes entré dans ce bâtiment que nous devons à mon prédécesseur et à un CPER qui a permis, évidemment, de moderniser fortement et d'accueillir. C'était une des raisons pour lesquelles on n'avait pas organisé de colloque ces derniers temps et donc d'assises, c'est que nous n'avions pas un hall suffisant pour pouvoir vous accueillir. Maintenant, c'est chose faite et c'est une photo tout à fait récente, vous pouvez voir, les feuilles sont quasiment dans l'état d'aujourd'hui. Alors l'IUT a pris évidemment son envol, mais très tôt évidemment se sont posés les problèmes qui se posent aux IUT, hein, et parfois même des crises. Donc ces étudiants rentrés à mi-novembre étaient déjà en avril 70 en grève pour la reconnaissance du diplôme dans les conventions collectives.
Ah oui, pardon, c'est mal placé. Mais disait-il à l'époque, on était pourtant après 70, insistait sur le caractère apolitique de leur action. Il y avait aussi d'ailleurs à l'époque, on notait la possibilité pour les titulaires du DUT de passer dans le cycle long de l'enseignement supérieur. Donc, alors que la première promotion de DC n'était même pas bachelier, elle était faite de non-bacheliers, enfin de gens qui venaient du brevet, je ne me souviens plus exactement son nom, mais d'un brevet technique. La première année, ils n'ont pas réussi à obtenir des bacheliers, eh bien, ils pensaient déjà à des poursuites d'études. Donc, vous voyez, ce trend, il est très fréquent. Il y a de nouvelles grèves d'ailleurs, ou en tout cas de nouveaux mouvements qui arrivent en 1976, peu de temps après, lorsque l'effet de la conjoncture économique, c'est certain, mais aussi une certaine révision du regard du ministère sur les IUT, on s'est mis déjà à réduire les maquettes. J'ai trouvé des traces dans cette enquête. C'était le temps d'Alice Sagné-CIT, qui pourtant avait été directrice de l'ITSO, que ces révisions, à la suite de certains articles, de certains travaux d'un Cour des comptes, étaient intervenus. Alors, ce qu'on voit aussi dès l'époque, c'est très tôt, voilà une diapositive qui date de 87, sur la mention d'un changement dans les équipes, mais où j'ai repéré tout de suite ce petit paragraphe qui dit que le directeur de l'époque, Jean-Jacques Clairet, évoque l'allongement possible des études dans les IUT. Ce projet fera l'objet de 3 réunions ces 15 prochains jours à Brest, Rennes et Paris. Un recteur a été chargé de mission pour étudier la transformation des filières courtes de l'enseignement supérieur. Il doit rendre son rapport avant la fin d'année. Donc on pourra dire au man de ce recteur, je ne sais pas comment il s'appelait, que je fasse quelques recherches historiques, mais qu'en 2000, pardon, date justement, en 2019, son rapport a eu enfin un résultat. Voilà, donc l'histoire, bon, je suis historien, c'est ce qu'il explique. À Vannes, on fait des statistiques, à Quimper, de l'histoire et des formations. Voilà, alors ce que j'ai repéré aussi dans cette histoire, c'est qu'avant même la naissance de la RUT, existait une collaboration déjà étroite dans ces IUT naissants qui essayaient de trouver le mouvement en marche, de copier les meilleures solutions les uns chez les autres. Je sais que, puisqu'en fait, vous avez deviné la plaque qui est là, qui était récemment posée pour commémorer ce 50e anniversaire, quelque parenté avec mon patronyme, donc c'est mon père qui a fondé cette IUT, et qui a reçu en 68 la visite d'Yves-Marie Bernard, c'est un nom important, c'est un de ceux qui ont conçu le système pédagogique des IUT, après une expérience qu'il a faite aux États-Unis, et qui est le promoteur de l'IUT de Lannion. Et il est venu rendre visite à mon père chez lui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de bureau, il n'existait pas encore, pour étudier la façon de présenter au CNESER, parce que ça c'est quelque chose qu'il connaissait moins. C'était un spécialiste de physique et qui était chargé de mission au ministère, conseiller au ministère, de présenter au CNESER le dossier du UT de Lannion. Donc, quelque part, nous sommes co-responsables du dossier de présentation du UT de Lannion. Ce qui est arrivé aussi en 70, c'est que nous soyons tout d'un coup devant un problème inédit. En juin 70, un département carrière de l'information, à vocation d'ailleurs plutôt touristique dans le cas de Quimper, était acté, avait recruté ses étudiants, ses professeurs, son chef de département, lorsqu'un coup de téléphone du ministère, le directeur des IUT au ministère, qui s'appelait Paul Périgny, informait le directeur perplexe que Guichard, à l'époque qui était ministre, refusait absolument la création d'un IUT carrière de l'information à Quimper. Il voyait sans doute le danger de favoriser là l'implantation d'un nid d'autonomistes. En tout cas, c'était la grande époque de l'UDP. Et devant ce veto, il a fallu, dans le quart d'heure, décider d'une autre orientation du département. Imaginez le problème, quand même, pour les équipes et les étudiants qu'il a fallu prévenir. Le département qu'ils avaient choisi avait changé de nom là, dans l'après-midi. Et donc, c'est évidemment, c'est GEA qui a été créé, et c'est évidemment vers Vannes qu'on s'est tourné pour trouver des solutions pour se dépatouiller. Donc, d'une part, on étudiait ce qui avait été mis en place à Vannes un an plus tôt. 70, oui, c'est ça, un an plus tôt seulement. C'était donc Cargueris qui était à l'époque le premier directeur de Vannes. Et ensuite même
puisé, enfin ils ont proposé de fournir un certain nombre d'enseignements venant par groupe en attendant que le corps professoral soit adapté à Gévin. Bon, voilà, donc très tôt, hein, cette entraide s'est faite. On est allé, alors, à l'époque c'était le Grand Ouest, aussi prendre les modèles de l'unité biologie à Caen. Donc, je pense que ceci nous fournit la transition idéale vers la prise de parole du président de la RUT très tôt, avant même que la RUT existe. La RUT existait, au fond, virtuellement. Bravo. J'ai pas le talent de Jean-Luc, moi je vais lire, je vais m'asseoir. C'est un tel gros lot, ces assises de la RUT, que ça a permis à l'État de privatiser une partie française des jeux à prix d'or. Donc on va en remercier à nouveau Quimper. Donc bonjour à tous. Je vous remercie donc vivement d'être présents aussi nombreux, presque un amphi plein aujourd'hui, pour continuer à faire vivre le réseau des unités de Bretagne. Alors nos réseaux, à la fois régionaux mais aussi les deux réseaux nationaux, sont d'autant plus précieux que les premières années de la décennie 2020 vont connaître des modifications profondes et nos instituts vont devoir relever de nouveaux défis majeurs. Quid du projet de bachelor adopté par la DUT et l'UNICUT à large majorité? Est-ce uniquement un nom d'usage entre le DUT 180 et la licence universitaire de technologie? Nous allons essayer de mieux comprendre les finalités de la réforme qui s'inscrit à l'heure même où nous travaillons. Donc je remercie à la fois Jean-Claude Arranger, vice-président de l'UNICUT, l'Union nationale des présidents de conseil d'IUT, et qui était récemment encore président du conseil de l'IUT d'Orsay, et Stéphane Lovic, VP de la DIUT et directeur de l'IUT du Havre. Je remercie aussi Jean-Luc Lecam et Jean-François Boyer, donc directeur de l'IUT et président du conseil de l'IUT de Quimper, pour avoir organisé ces assises sur le thème donc, du bachelor au bloc de compétences, sujet non seulement de grand intérêt mais en pleine actualité, alors qu'ils sortent tout juste des festivités du 50e anniversaire de leur institut et aussi de nous recevoir dans cette belle ville. Alors mon lecteur avait écrit alors qu'ils sortent tout juste dessoulés des festivités, mais je me suis dit que j'allais couper au montage cette vision, on n'était pas témoin. Et je remercie enfin toute l'équipe quimpéroise qui s'est activée ardemment pour l'organisation logistique de ces deux journées. Vous aurez remarqué, vous qui êtes fin connaisseur, que Patrice Cameron se tient légèrement en retrait aujourd'hui. Alors il n'est pas fâché parce que quand il est fâché ça s'entend. Mais bientôt arrivé au terme de 2 mandats de directeur de l'IUT de Vannes, donc 2 mandats autorisés par les statuts, il a décidé de passer la main en tant que président de la RUT, et au nom de chacun et de tous, Patrice, je tiens à te remercier très amicalement pour tout le temps. Pour tout le temps et l'énergie consacrée à la promotion, parfois la défense, de notre système IUT. Durant 4 ans, tu as été l'interlocuteur attentif et privilégié du rectorat de la DIUT, un défenseur acharné car convaincu depuis près de 40 ans, j'essaie de te rajeunir un peu, des valeurs et spécificités des IUT. L'ensemble des directeurs bretons a grandement apprécié ton écoute, ta force de travail et ta pertinence dans la promotion de l'IUT, des IUT. Alors la RUT va poursuivre son travail, je reprends le flambeau et solidement épaulé, à la fois par Gilles Le Serpin, directeur de l'IUT de Rennes et vice-président de la RUT, Patrick Pic, président du conseil de l'IUT de Rennes et vice-président de la RUT également, Jacques Bertou, directeur de l'IUT de Saint-Brieuc qui est trésorier, et l'ensemble des présidents et directeurs des autres IUT bretons. Donc merci à chacun d'entre vous d'apporter sa vitalité et son intelligence aux adaptations constantes de nos IUT au monde qui les entoure, en constante évolution. Je vous souhaite à tous collectivement des débats de qualité dans la sérénité, ainsi qu'à l'issue de nos travaux, des productions pertinentes au service de notre mission, celle plurielle du réseau des instituts universitaires de technologie. Et je compte ardemment sur Marie-Sophie Lehalle et Caroline Marconne et le réseau communication pour assurer toute la publicité des travaux et des évolutions des IUT. Merci à vous. Alors, nous allons procéder... alors, non, on a quelque chose d'autre à faire auparavant, avant d'entrer dans le vif du sujet. Nous avons une page de publicité pour laquelle j'appelle Gaël Aligon, directeur de l'IUT de Lorient.
Tu fais ta pub. 27 mars, que dans notre communauté de Lorient. Alors JPP, ça veut dire Journée de pédagogie et de sensibilisation. C'est un événement annuel du réseau des IUT. Le thème qui a été choisi, c'est le thème des transitions. Ça tombe bien, parce que évidemment il y a transition écologique, numérique, technologique, mais la transition que nous sommes en train de vivre au niveau des IUT fait bien sûr partie de cette transition. Alors, un petit mot pour dire que ces JPP existent déjà depuis 2010. C'est un regroupement donc, des intervenants d'IUT une fois par an. L'an dernier, c'était à Saint-Nazaire. Ça permet de questionner la pédagogie, la professionnalisation dans les formations des IUT, BUT, LP, peut-être BUT, que ce soit en termes de construction de formation, de mise en œuvre de formation, de public, de pilotage des formations. Donc c'est vrai que les IUT font beaucoup de choses, il y a une grande richesse de pratiques, mais pas forcément une grande visibilité. Donc l'idée aussi de ces JPP, c'est de partager, c'est de mettre un peu de visibilité sur tout ce que vous faites tous au quotidien. Alors, vous le savez sûrement aussi, il y a une alternance. Une année, en fait, il s'agit des JPP sous un format colloque, et une année, il s'agit de JPP sous un format atelier. L'an dernier à Saint-Nazaire, c'était colloque, donc logiquement, ça sera atelier à Lorient cette année. Alors, Noélie m'a changé comme avec plein de choses, j'essaie de rien oublier. Les JPP, donc, c'est un lieu d'échange et de partage de pratiques. Donc, objectif, trouver des moyens et des idées pour s'adapter aux évolutions du contexte socio-économique, institutionnel, prendre en compte la diversité des publics étudiants, l'intégration des bacheliers technologiques et les modalités d'évaluation. Rendre visible les actions des IUT, on l'a dit déjà. On est sur 3 jours avec donc un fil rouge, un unité d'accueil. Nous à Lorient, on accueillera 150 participants, c'est la capacité de nos amphis. Des conférences, des ateliers, des tables rondes. Alors, wow, il y a tout ce qu'on va faire. Donc les mutations s'accélèrent, les défis d'hier deviennent des urgences impératives. Alors c'est vrai qu'on va questionner notre pédagogie sur ces transitions. On va essayer, évidemment, on est sur des transitions classiques. Hein, l'urgence climatique fait évidemment qu'on va parler des transitions environnementales, mais on va également parler des transitions peut-être organisationnelles aussi, ne serait-ce que par ce qui se passe dans les entreprises au niveau, par exemple, de la RSE, des choses comme ça. On va essayer d'intégrer cette réflexion d'impact des mutations des transitions. Voilà. Comment les compétences développées dans nos diplômes de méthodes pédagogiques, le pilotage de la transformation pédagogique peuvent apporter des réponses. Alors, on sera sur 2 sites. C'est vrai que l'IUT de Lorient a la particularité, comme l'IUT de Brest, d'être sur 2 sites. Donc, on est à la fois sur Lorient et à la fois sur Pontivy. Alors, physiquement, ça se déroulera à Lorient. On aura également une partie à Pontivy en vision. Et ça, c'est le programme prévisionnel. Alors, on a prévu quelques documents qu'on fera passer tout à l'heure, dans l'après-midi, avec donc le mercredi après-midi, donc un début à 13h30. Ensuite, la journée atelier, vraiment la journée forte, donc le jeudi. Puis vendredi matin, conférence et table ronde. Puis un point bilan un petit peu sur pour essayer de faire que les productions que vous aurez réfléchi, les productions qu'on aura réalisées, puissent peut-être aussi servir dans la construction des nouveaux programmes, des nouvelles formations qu'on va mettre en place. Voilà un petit peu. Donc, tous les infos seront bientôt en ligne, pas encore, ne vous précipitez pas tout de suite. Donc, jpp.iut, c'est facile à retenir.fr, et ouverture des inscriptions courant décembre. Voilà, donc j'espère que vous serez tous là. Merci. Voilà, donc après la page de publicité, nous allons pouvoir lier au spectacle en prime time. Donc il est prévu d'abord, nous avons convenu ensemble, et donc pas trop de redites, que
représentants de l'UCLUD d'abord, conformément au programme donc, que nous livre sa vision des choses, et aussi un historique aussi, une affaire qui n'est pas née simplement à la rentrée de septembre, ici c'est là qu'elle a abouti, et puis donc Stéphane Oblique de la DUT mettra aussi son éclairage avec tous les questionnements que ça pose, la façon de voir les choses. Éventuellement, vous compléterez le cas échéant, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que vous préférez Bien. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Claude Arranger, je suis donc vice-président de l'Union nationale des présidents des UT. Et pendant 25 ans, j'ai été soit au conseil d'administration de l'UT d'Orsay, soit j'en ai présidé son conseil. Brièvement, historiquement, comment je suis arrivé à l'IUT d'Orsay. En tant que dirigeant d'entreprise dans l'Essonne, j'étais membre de la Chambre de commerce et d'industrie d'Essonne. Et la Chambre à la CCI Essonne avait un siège au conseil d'administration de l'IUT d'Orsay. Et un jour, le président de la CCI a demandé en assemblée générale plénière qui serait intéressé par des travaux à l'IUT d'Orsay. Personne ne s'est proposé, sachant que dans la salle, je ne sais pas s'il y avait une ou deux personnes qui savaient ce que c'était qu'un IUT. C'était des jeunes entreprises, mais ils étaient bien loin des préoccupations de l'enseignement supérieur et des IUT en particulier. Et moi, n'ayant pas non plus de connaissances particulières en IUT, j'avais fait une école d'ingénieur, excusez-moi, je n'ai jamais fait d'IUT. J'ai dit, pourquoi pas, c'est intéressant, ça doit être quelque chose de particulier, puisque personne ne veut aller se frotter au conseil d'administration d'un IUT. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les IUT, et dans la foulée, j'ai été nommé aussi au conseil d'administration de l'université Paris 11, puisqu'à l'époque, les personnalités extérieures siégeaient au conseil d'administration des universités. Maintenant, c'est plus le cas, où c'est beaucoup plus difficilement, ce que je regrette. Mais voilà comment je suis arrivé à découvrir l'IUT, et j'en ai gardé un bon souvenir, puisque depuis un passé récent, j'ai laissé mon fauteuil à une personne que j'ai eu beaucoup de mal à recruter d'ailleurs, parce qu'il y a un président qui a été élu, qui est resté 6 mois, parce que sa charge de travail professionnelle était telle qu'il ne pouvait plus s'investir dans l'IUT, et il a fallu revenir au poste et recommencer à essayer de retrouver quelqu'un qui veuille bien s'intéresser au devenir de l'IUT. Ce qui est arrivé, bien heureusement, depuis ce nouveau président, que certains d'entre vous certainement connaissent, s'investit pleinement et trouve dans ses fonctions un plaisir non dissimulé, ce qui est une bonne chose pour les IUT, en particulier pour les IUT d'Orsay. Alors aujourd'hui, notre réunion porte sur ce fameux projet de bachelor universitaire de technologie, plus particulièrement sur une licence professionnelle dont le nom commun, le nom commercial, puisque c'est le terme qui a été employé par la ministre. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez prendre ce que vous voulez, je m'en fous, mais ça restera une licence professionnelle. Donc nous avons accepté, et bien évidemment, ce nom, et on a donc proposé un bachelor universitaire de technologie. Alors tout à l'heure, on vous expliquera pourquoi ce nom et ce que ça signifie dans l'esprit de la DUT et du LUT. Mais avant d'en arriver là, je me suis penché sur l'historique du projet, parce que je me suis dit, mais quand est-ce qu'on a commencé à travailler là-dessus? Et j'ai été étonné parce que la première fois où on a parlé d'un DUT en 3 ans, c'était en mai 2018.
lors de l'Assemblée Générale de l'ADUT à Corté, lorsque la ministre actuelle, ministre de l'Enseignement supérieur, Vidal, est venue et nous a dit « Écoutez, il faudrait pour se mettre en accord avec l'Europe, réfléchir à une formation en 3 ans et remplacer le DUT par autre chose. » Alors on a sauté sur l'affaire, et on s'est dit « Pourquoi pas, allons, on remonte les manches et on travaille. » Et le travail a été long et douloureux, puisque j'ai compté, on a eu 21 réunions au ministère, entre le moment où elle nous a chargés de cette mission, moi et bien sûr mes collègues et moi-même, et aujourd'hui, enfin avant-hier plutôt, puisque le décret est passé au Knesset il y a 2 jours. Ceci étant, on est passé dans comment dirais-je, une configuration, enfin diverses configurations que je voudrais vous exprimer rapidement, parce que je vais pas faire tout l'historique, ça serait sur 1 an et demi, ça serait un peu long. Mais globalement, le travail s'est déroulé en 2 étapes. La première étape, ça a été de nous dire, écoutez, il faut réformer, toujours je parle au nom de la ministre, je rappelle les propos de la ministre, il faut réformer le premier cycle de l'enseignement supérieur et nous allons travailler sur une professionnalisation du premier cycle de l'enseignement supérieur. Bon, ok, et ça par une concertation multilatérale. Alors, concertation multilatérale, ça veut dire des salles où il y a 40 personnes, avec des syndicats d'étudiants, des syndicats d'enseignants, des représentants du monde économique, et puis bien d'autres personnalités. Bon, vous pensez qu'à 40 personnes, il est difficile de travailler et de dégager un point commun, une entente, si ce n'est cordiale, du moins une entente qui permette de progresser. Alors, quand elle s'est aperçue, enfin, ça pas elle, mais Anne-Sophie Barthez, qui est aujourd'hui directrice générale de l'enseignement supérieur, mais qui était à l'époque conseillère de la ministre, a vu ça, elle s'est dit « Oh là là, ça va tourner en rond, ça ne va pas aller, donc on va charger quelqu'un de faire un rapport. » Alors, c'était soit le rapport était écouté, soit il était enterré. Je ne sais pas s'il a été enterré ou s'il a été écouté, mais en tout cas, ça a donné lieu, après 6 mois de travail, à un rapport qui a été rédigé par François Germinet et Rodolphe Dahl, qui était Rodolphe Dahl, président de l'association des directeurs d'IUT. Dans ce rapport, nonobstant le fait qu'il reprenait la professionnalisation des licences générales, des licences professionnelles, ils ont fait un couplet sur la réforme de l'enseignement du DUT en 2 ans pour la passer en 3 ans. Quand la ministre a découvert ce truc-là, elle a dit bien, ok, mais comment on va faire pour passer de ce projet à un arrêté ou à quelque chose d'officiel? Eh bien, on va recommencer une concertation mais cette fois-ci une concertation bilatérale. C'était beaucoup plus sensé, puisque concertation bilatérale, c'est la ministre ou ses services face à soit des directeurs, des présidents d'IUT, soit des organisations patronales. Et nous sommes repartis de zéro, donc on est reparti à nouveau dans une problématique de rapport avec la possibilité d'arriver non seulement à un parcours de premier cycle d'enseignement technique court en 3 ans, mais également on est parti sur le postulat qu'on pouvait créer un nouveau diplôme. Cette phase a été longue et douloureuse, puisque la première réunion que nous avons eue, la ministre nous a dit non, pas de diplôme, non, vous restez sur une licence professionnelle,
je ne veux pas le savoir, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, donc la méthode de travail était difficilement... on ne pouvait pas bâtir une méthode de travail sur un diktat de cette ampleur. On s'est dit à la sortie avec Rodolphe Dahl, qui à l'époque était président de l'ADUT, et puis un certain nombre de membres de l'ADUT, on s'est dit, bon, bah, c'est fini, on n'a plus rien à faire là, il n'y aura pas de prochaine réunion. On lui a dit, bah, écoutez madame, c'est comme ça, on arrête là. Si la concertation, c'est vous voulez quelque chose, et puis on fait ça et on ne fait pas autre chose, on ne peut même pas discuter, ça ne rime à rien, pas de concertation. Et on est parti. Et puis, 2-3 jours après, la conseillère qui était en charge de ça nous a dit, écoutez, si il faut revenir, enfin, on va bâtir quelque chose, il ne faut pas se quitter comme ça, bon, ainsi de suite. Alors on est revenu, et puis là, on a commencé à monter vraiment quelque chose qui nous a conduit au bachelor universitaire de technologie. Alors, vous dire que la chose a été aisée, parce que là, on était en début 2019. Donc la conseillère a commencé à nous dire, écoutez, j'ai vu avec la ministre, il n'y aura pas de nouveau diplôme, mais on aura peut-être un démonstrateur sur un bac+3 qui pourrait être éventuellement, si ça donne satisfaction, donner lieu à une généralisation. Bon, mais généralisation, c'était pas... démonstrateur, ça ne nous a pas semblé une bonne chose, parce que on n'était pas dans cette optique, on était dans une optique de refonte complète du premier cycle de formation des IUT. Donc un démonstrateur, on voulait passer, nous, du tout ou rien. C'était ce que l'on voulait avec les DUT. Donc on est revenu à la charge. La deuxième réunion, on nous a dit, bon, bah, si vous êtes contre ce démonstrateur, écoutez, ok, on fait la totalité, on va directement, mais qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Alors là, ça a été évidemment très compliqué, parce qu'il a fallu à la fois qu'on se mette d'accord entre nous. Alors entre nous, je dis CPU, parce que la conférence des présidents d'université était partie prenante aussi dans cette affaire, la DUT et l'UNCUT. Ça a donné lieu à de multiples réunions tripartites entre nous trois, donc, pour arriver à proposer au ministère un projet commun qui puisse être acceptable à la fois par nous trois, CPU, ADUT et UNCUT, et puis acceptable par la ministre et par les organisations patronales. Parce qu'entre-temps, nous avions eu de multiples réunions avec les organisations patronales qui, elles, étaient très divisées. Je prends pour exemple le MEDEF, qui avait d'une part l'IUMM qui était complètement opposé à cette prolongation en 3 ans, pour des raisons diverses, et entre autres le fait qu'elle avait des formations internes qui lui étaient propres et dont elle voulait conserver l'usage, et elle voyait le DUT en 3 ans comme une voie concurrente, et d'autres fédérations qui ne voyaient pas l'utilité de prolonger les études techniques supérieures courtes au-delà des 2 ans. Donc il a fallu qu'on se mette d'accord entre nous pour aller voir la ministre et ne pas avoir un discours éclaté, parce qu'elle s'est très bien jouée là-dessus, et elle nous aurait dit, mais écoutez, le MEDEF n'est pas d'accord avec vous, la CPME n'est pas d'accord avec vous, enfin ainsi de suite. Bon. Donc il a fallu qu'on se mette d'accord. Ça a été un processus assez long et douloureux, et on est arrivé enfin à avoir un projet qui consiste à avoir une diplomation à Bac+3, tout en gardant, enfin 180 ECTS, tout en gardant la possibilité d'avoir une diplomation à 120 ECTS. 120 ECTS qui permet à la fois à des candidats qui voudraient sortir des études supérieures à Bac+2, de pouvoir s'orienter vers des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce.
On est revenu vers le ministre, on lui a demandé un certain nombre, on lui a proposé ça, et après quelques allers-retours, elle a accepté de bâtir un arrêté, un projet d'arrêté sur lequel on a commencé à travailler. Alors évidemment, comme disait quelqu'un ce matin, le diable se dissimule dans les détails. On a vu un certain nombre de détails qui n'étaient pas très acceptables pour nous. La première, c'était une diminution drastique des horaires proposés par la ministre, parce qu'elle disait on n'a pas les moyens de payer, il faut que ce soit un budget constant, ainsi de suite. Bon, donc il a fallu renégocier ça. Il a fallu aussi négocier la possibilité d'avoir de conserver des licences professionnelles qui seraient des licences professionnelles de niche, parce qu'un certain nombre de directeurs d'IUT souhaitaient que l'on conserve des licences professionnelles de niche dans un certain nombre de domaines. Donc il a fallu se mettre d'accord avec elle, avec le ministère, pour avoir d'un côté un BUT 180 ECTS qui intègre des licences professionnelles, et de l'autre côté conserver la possibilité d'avoir des licences professionnelles accessibles par des élèves de licence générale, ou des élèves de STS, de section de technicien supérieur. Et après encore un certain nombre de réunions, puisque je vous dis globalement il y en a eu 21, on s'est mis d'accord et on a réussi à avoir un projet d'arrêté dont on va parler tout à l'heure avec Stéphane, et j'essaierai avec Stéphane de vous donner notre point de vue pour ce qui concerne cette licence professionnelle, titre bachelor universitaire de technologie avec option. Voilà où on en est à ce jour, sachant que les trois composantes avec lesquelles nous avons parlé tout au long de cette, hormis le ministère, tout au long de cette concertation, la CPU, le MEDEF, la CPME et la DUT se sont mis d'accord à une très forte majorité pour voter ce projet d'arrêté. Pour ce qui concerne la CPU, le soutien a été très important dès la phase de concertation. Il n'y a pas eu de problème, sauf le problème des heures qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a été remise en cause. Pour ce qui concerne l'INPUT, il n'y a pas eu d'opposition massive. Il y a eu quelques oppositions de présidents qui avaient peur d'une disparition pure et simple des IUT ou d'une absorption des IUT dans les UFR. Pour ce qui concerne le MEDEF, le vote qui a eu lieu le 14 novembre en faveur de ce projet a été massif. Et pour ce qui concerne la DUT, je te laisserai la parole, mais je peux vous dire déjà qu'il a été aussi, le soutien à la dernière Assemblée Générale a été massif. Donc voilà où on en est à ce jour. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec ces dates, mais c'est pour vous montrer que le travail qui a été fait, c'est un travail qui a été extrêmement, qui a été bâti en concertation avec toutes les parties prenantes des IUT, y compris les utilisateurs potentiels des étudiants que vous aurez informés, et deuxièmement que le ministère maintenant s'est mis d'accord sur ce texte avec nous, et que bien sûr il a fait l'objet au CNESER avant-hier d'un certain nombre d'amendements qu'on pourra passer en revue tout à l'heure, mais que la majorité des gens qui étaient autour de la table dans ces concertations bilatérales étaient d'accord avec le projet qui a été mené avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà. Si j'ai pas été très clair ou si j'ai pas été incomplet,
excusez-moi par avance, mais si vous avez des questions directes, immédiates sur cette méthodologie, vous pouvez me les poser actuellement, j'essaierai d'y répondre. Moi, j'ai juste une question factuelle, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous dites que les UFR, les représentants des facultés, auraient approuvé massivement ce... CPU. Ah, CPU, oui, c'est pas la même chose. D'accord. Parce que je ne pense pas que les UFR Sciences soient ravis de ce projet. Non. D'ailleurs, Guillaume Gelet, qui était notre interlocuteur à la CPU, a bien dit qu'il ne représentait que la CPU et qu'effectivement, il peut y avoir des courants internes dans les différents UFR qui étaient contre ce projet. Et la CPU nous avons eu le soutien complet de la CPU. Ce qui était un élément non négligeable parce que la ministre, dès le départ, nous a dit « Moi, je veux bien qu'on fasse une concertation, mais mettez-vous d'accord d'abord sur les attendus avec la CPU. Si vous n'avez pas son accord, on ne démarre pas. » Voilà. Je vous ai endormi ou... Le débat aura lieu, rassurez-vous. Non, mais pour l'instant, c'est la partie information, comme il s'était convenu, et puis après, on débattra. Là, s'il y a des questions, effectivement, du type de celles que j'ai posées, des simples précisions, des choses qui ne sont pas... qui n'ont pas été comprises, on peut cependant les demander tout de suite, parce qu'après, dans le débat, ce sera un peu... Non, pas de questions factuelles pour l'instant.